Je remercie les organisatrices de cette journée de me donner la parole à l'occasion de ce grand rendez-vous Parlons Psy. Alors effectivement, la thématique de ce matin interpelle la société tout entière, on a déjà eu un peu un aperçu, afin de faire de la santé mentale une responsabilité collective. Et comme vous l'avez expliqué, ce fut le fil rouge des rencontres Parlons Psy, les constats sont faits, maintenant il est temps d'agir. Agir concrètement pour fabriquer cette société attentive et sensible aux problématiques de santé mentale et au respect des droits des personnes. Même si nous avons la chance de vivre dans une société qui nous protège, une société de droit, lorsque l'on rencontre des problèmes de santé mentale, en fait, on n'est jamais totalement à l'abri des discriminations, de l'exclusion, voire de la relégation. La citoyenneté semble toujours fragile, sans cesse à préserver, à construire, conquérir, défendre, transmettre. Durant les 60 dernières années, le combat mené par des personnes psychiatrisées pour la défense de leurs droits n'a cessé de se déployer et de prendre vigueur, dans un contexte où leur voix était au mieux disqualifiée, au pire réduite au silence. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous sommes encore en train de cheminer pour passer de l'asile à la cité, de l'aliéné au citoyen, à la citoyenne. Bien sûr, nous pouvons constater des progrès, en particulier grâce à l'engagement des personnes vivant avec des troubles psychiques, de leurs proches et des nombreux alliés professionnels. De nombreux signaux positifs témoignent d'une évolution lente, mais certaine, d'une augmentation du pouvoir d'agir, d'une ouverture de la parole, via le web et les réseaux sociaux, les livres de récits de vie, et aussi dans de nombreux lieux et expériences. On en a vu une partie, et on va encore en voir tout au long de la journée. Pourtant, des résistances persistent, des violences se répètent. La stigmatisation vis-à-vis des problèmes de santé mentale est systémique. Elle infiltre l'ensemble de notre société. Elle prend racine dans notre imaginaire collectif, alimenté de mythes associant folie, crime et danger. Elle est à l'œuvre dans les médias, la littérature, le cinéma. Elle opère dans les mots utilisés pour décrire les symptômes et les soins, ou via certains effets indésirables des médicaments qui agissent comme de véritables stigmates pour les personnes. Elle se déploie dans la formation initiale et continue des professionnels et dans certaines pratiques non respectueuses des droits humains. En effet, les droits fondamentaux continuent d'être déniés par certaines pratiques psychiatriques. Je pense ici évidemment à l'isolement, à la contention bien sûr, mais aussi à la non-recherche du consentement, au paternalisme, à l'institutionnalisation chronique ou à la surmédicamentation. Demain, 10 décembre, sera célébrée la Journée mondiale des droits humains. À cette occasion se tiendra au Parlement européen un colloque consacré, je cite, « aux initiatives prometteuses pour prévenir, réduire, voire éliminer la violation des droits humains dans les pratiques de soins psychiatriques ». De l'espoir donc. Souhaitons que cette belle journée Parlons Psy puisse aussi contribuer à nourrir cet espoir de changement. Alors, comment faire ? Comment faire de la santé mentale une responsabilité collective ? C'est quand même le cœur de notre sujet. Dans un premier temps, je pense qu'il faut nous interroger sur les mots que nous utilisons. Faire un point lexique. Santé mentale ou psychiatrie ? Parlons psy ou parlons santé mentale ? On fait de la santé mentale une responsabilité collective ou de la psychiatrie ? C'est un constat. L'Organisation mondiale de la santé nous dit « il n'y a pas de santé sans santé mentale ». Et pourtant, lorsqu'on parle de santé, on oublie souvent la santé mentale. Et lorsqu'on parle de santé mentale, on oublie souvent la santé mentale. Parce qu'en fait, on parle de psychiatrie. On parle de troubles psychiatriques. On parle de soins psychiatriques ou de handicap psychique. Les termes santé mentale et psychiatrie renvoient à des conceptions différentes, en fonction du point de vue de la personne qui parle. Alors, afin d'éclairer un peu cette confusion, santé mentale, psychiatrie, on peut distinguer plusieurs acceptions. Alors, il y a des personnes qui pensent que c'est deux conceptions bien différentes, en fait. Il y a d'un côté la psychiatrie, la présence de troubles psychiatriques, les soins, et de l'autre la santé mentale, c'est-à-dire l'absence de troubles psychiques ou de psychiatrie. La santé mentale se définit alors seulement par l'absence de troubles psychiques. Il y a donc les personnes en bonne santé mentale
et les personnes en mauvaise santé mentale, qui ont des troubles psy. Eux, nous, ou nous et les autres. Ce que Descartes définissait comme les hommes doués de raison, il ne parlait pas des femmes, les hommes doués de raison et les fous, ceux qui ont perdu la raison. C'est un petit peu ce qu'on entend quand on dit une personne sur 5. Ou alors, il y a la conception où santé mentale et psychiatrie se recouvrent, en fait, sont utilisés comme des synonymes, interchangeables. Et donc, utiliser le terme de santé mentale est alors une manière euphémisée de parler de psychiatrie. Alors, on retrouve beaucoup ça dans les discours politiques, dans les programmes, etc. Ça, c'est pas tout de suite la diapo, c'est pas grave. Je me fais spoiler mon exposé. Parler de santé mentale, c'est donc encore parler de psychiatrie. Mais c'est la psychiatrie en plus doux, en plus acceptable, en moins stigmatisant. C'est comme utiliser les termes troubles psychiques pour parler à la place de dire maladie mentale. Il y a donc toujours les personnes, on sépare toujours les personnes, celles qui ont des problèmes de santé mentale et les autres. Et puis, il y a une autre conception, un peu plus contemporaine, qui est celle portée par l'OMS, qui est de considérer que finalement la psychiatrie, c'est un sous-ensemble du vaste champ de la santé mentale. Ça peut réconcilier les deux concepts. Alors, là maintenant, on peut mettre le petit continuum. Donc, une façon de mieux comprendre, c'est par exemple ce continuum unique qui va de l'absence de troubles psychiques à la présence de troubles psychiques, et qu'on peut décliner comme ça, avec le passage du bien-être au mal-être et aux troubles psychiques. Et on peut raccrocher à ce continuum, positionner les actions de promotion, de prévention et de soins. Donc, quand on est dans la promotion de la santé mentale, on agit en faveur du maintien du bien-être. Ce qui concerne les troubles psychiques, c'est tout le champ de la psychiatrie, justement. C'est là que les soins et l'accompagnement se mettent en place. Mais au cours des dernières années, une nouvelle conception de la santé mentale dans sa dimension positive a été proposée. La santé mentale irait au-delà de l'absence de troubles psychiques et serait plus justement définie par le bien-être. Cette définition, qu'on dit holistique, globale, renvoie au modèle du double continuum. Tac. Santé et maladie sont deux continuums distincts mais liés. Alors, vous voyez, donc absence de troubles psychiques, présence de troubles psychiques. Alors, et puis, vous avez l'autre continuum qui est la sensation de bien-être élevé et le mal-être. Donc, c'est cette échelle de bien-être-mal-être et l'échelle de présence ou absence de troubles. Alors, on voit bien que en haut à gauche, on peut tout à fait concevoir effectivement que si on n'a pas de troubles psychiques, on se sente en bon état de santé mentale, qu'on soit en un état de bien-être satisfaisant. A contrario, le cadran en bas à droite, on voit aussi que, oui, on peut tout à fait comprendre intuitivement que si on a des troubles psychiques, on puisse se sentir en mauvaise santé mentale. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça, parce qu'on peut aussi avoir des troubles psychiques et se sentir bien. Et là, c'est ce qu'on appelle le rétablissement, c'est-à-dire qu'on a des troubles psychiques, on a une réponse, on a un accompagnement, on a tout ce qui nous permet d'avoir une vie satisfaisante, donc notre perception de bien-être peut être élevée. Et à contrario, on peut avoir une sensation de mal-être sans pour cela avoir de troubles psychiques caractérisés. Donc vous voyez, cette conception, elle est beaucoup plus dynamique. Cette conception promue par l'OMS, dans cette conception, la santé mentale est une composante de la santé de chaque individu. Tout au long de notre vie, nous sommes à la recherche d'un équilibre entre nos ressources internes et externes et les obstacles internes et externes que nous rencontrons. C'est ce qu'on explique avec l'outil Psycom Cosmos Mental. Alors, ces ressources, ces obstacles, c'est ce qu'on appelle les déterminants de la santé et de la santé mentale. Ils sont de trois types, individuels, sociaux, environnementaux. Et ils interagissent en permanence. Par exemple, au niveau individuel, ça va être notre niveau d'éducation, notre genre, notre histoire familiale, notre personnalité, notre patrimoine génétique qui influent sur notre santé mentale. Au niveau social et environnemental, nos ressources financières, nos conditions de travail, de logement, de sécurité, nos relations sociales, notre accès possible ou pas aux soins, notre environnement global. Nous avons donc toutes et tous, ici, partout, dans le monde entier, une santé mentale qui varie en fonction de ces facteurs individuels, sociaux et environnementaux. C'est en ce sens que la santé mentale est l'affaire de toutes et de tous. Alors, promouvoir cette conception globale de la santé mentale, c'est faire de la santé mentale un enjeu collectif, une question de société. C'est passer du clivage qu'évoquait Blaise Rochat,
du clivage. Il y a des personnes qui ont des troubles mentaux, des troubles psychiatriques, qui ont besoin de soins, d'accompagnement, et puis celles qui vont bien, à la vision holistique inclusive. Nous avons toutes et tous une santé mentale qui varie tout au long de la vie. C'est cesser de dire « une personne sur 5 est concernée » et dire « 100% d'entre nous sommes concernés ». Abandonner ce réflexe binaire qui nous divise, c'est cesser de désigner l'autre qui a des troubles psychiques par sa différence, cesser de stigmatiser son écart à la norme. C'est de fait couper la racine même des mécanismes de stigmatisation qui entraînent les discriminations. C'est agir concrètement pour une société plus respectueuse et attentive. Promouvoir cette vision globale de la santé mentale, c'est faire de la santé mentale une responsabilité collective. Car les déterminants de santé mentale, comme ceux de la santé, sont individuels, certes, mais surtout sociaux et environnementaux. C'est pourquoi la santé mentale ne peut pas être seulement l'affaire de la psychiatrie, l'affaire des soins. C'est vraiment l'affaire de toutes et de tous. En conséquence, nous pouvons toutes et tous, à notre niveau, de notre point de vue, selon nos compétences, notre rôle, notre posture, contribuer non seulement à notre propre santé mentale, mais aussi à celle des autres. Par exemple, comme élu, en tant que responsable du bien-être de ses administrés, en agissant via les politiques de logement, de droit, d'inclusion sociale, de protection de l'enfance, comme voisin, voisine, collègue de travail, ami, en portant attention aux signes de mal-être des proches, en osant parler, en ne faisant pas semblant de ne pas avoir vu, en aidant, en soutenant, comme journaliste, en choisissant avec soin ses mots, en traitant les questions de santé mentale au quotidien, pas seulement de manière sensationnaliste lors de faits divers, comme personne vivant avec des troubles psychiques, en utilisant son expérience pour aider ses pairs à recouvrir et maintenir leur santé mentale, comme responsable des ressources humaines, par exemple, via la vigilance sur la qualité de vie au travail, la prévention des risques psychosociaux et les conditions de management, comme professionnel du soin et du social, en misant sur le rétablissement, qui aide à retrouver une santé mentale satisfaisante malgré les troubles, ou grâce aux troubles. Et puis comme aidant, en contribuant à la santé mentale de ses proches, sans oublier la sienne propre. Enfin, promouvoir cette vision globale de la santé mentale, c'est développer une véritable culture de la santé mentale. C'est intégrer la santé mentale comme une composante de la santé dès le plus jeune âge, dans tous les cursus d'éducation et de formation, à tous les niveaux des soins, de l'accompagnement social, des droits. C'est ouvrir la parole en tout lieu, à l'école, au travail, dans les clubs de sport, sur le mal-être et les troubles psychiques. C'est reconnaître les savoirs d'expérience, défendre la citoyenneté, lever le tabou à la force des mots, déconstruire les stéréotypes, dévoiler les ressources, soutenir le rétablissement et l'autosupport, valoriser l'entraide et la paire-aidance, promouvoir les initiatives innovantes, partager les bonnes idées sources d'inspiration. En fait, en un mot, c'est rendre la santé mentale populaire. Finalement, et je termine, promouvoir cette vision globale de la santé mentale, c'est mettre en lumière ce qui nous rassemble, ce qui fonde et soude notre humanité, plutôt que ce qui pointe et exacerbe nos différences. Je pense que les débats publics Parlons Psy animés dans toute la France, ainsi que cette journée bilan, rassemblant toutes les parties prenantes, me semblent participer pleinement de cette dynamique et nourrir ces valeurs fortes. Je vous remercie.